Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 13 septembre et à la une de ce journal, la 8e édition du Salon du Tourisme a débuté. Au-delà du thème gastronomique de cette année, l'ambition de ce salon est bel et bien d'attirer et de fidéliser une clientèle locale. Au programme exposition, stands artisanaux, mais aussi et surtout animation autour du savoir-faire culinaire local. Alors quelle était l'attraction phare de cette première matinée ? Comment les exposants s'inscrivent-ils dans la thématique choisie ou encore quels organismes étaient présents? Un reportage signé Marion Tellier. Pour ce 8e salon du tourisme, c'est le thème de la gastronomie qui est mis à l'honneur. Des plaisirs gustatifs variés, oui, mais surtout locaux. C'est en tout cas ce que propose Némati, gérante du domaine de Cavani et du terroir de Mayotte. Comme tous les ans depuis le lancement de ce salon, elle expose ses confections artisanales, épices, huiles ou encore confitures. C'est des confitures à base des produits de Mayotte, de la tomate, de la passion, de la citrouille, des oranges, du tamarin, en fait ananas, en fait tous les produits qu'on a sur place, qu'on peut les transformer bien évidemment en produits de gourmandise. Quelques mètres plus loin, un stand semble attirer l'attention de nombreux visiteurs. Il s'agit de l'animation proposée par les étudiants en hôtellerie et restauration du lycée professionnel de Kaweni. Aujourd'hui, ces jeunes effectuent une réelle prestation, tant au fourneau qu'en service à table. Au menu, poissons fumés produits localement, de quoi émerveiller les papilles des visiteurs. Aujourd'hui, nous proposons une expérience inédite. Nous proposons aux clients de vivre l'analyse sensorielle, c'est-à-dire de manger en conscience, se poser les questions de ce que l'on met dans sa bouche. Donc les clients sur réservation vont venir s'installer à la table, vont être servis par nos élèves et les élèves de BTS ici présents vont animer la dégustation. À Mayotte, tourisme est aussi synonyme de projet à développer et par conséquent de financement. L'Europe s'engage à ce titre auprès des Mahorais par le biais du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Si ce fonds était jusqu'alors plutôt méconnu sur le territoire, il semble désormais connaître davantage de popularité. Il a notamment permis de voir émerger restaurants, hôtels ou encore entreprises de location nautique. Nous avons des référents sur chaque fonds. Nous avons aussi des instructeurs et nous avons aussi des structures telles que l'Office du tourisme, BGE, l'ADI, qui aident les porteurs de projets à monter leur projet et pour qu'ils soient bien ficelés et qu'ils soient ainsi validés. Et je crois qu'avec un peu de temps, les choses iront de mieux en mieux, puisque ça deviendra en fait un automatisme pour le Mahorais. Quand il pense projet, il pourra aussi penser fonds européens. Artisanat, associations relatives à la santé ou encore opérateurs vacances sont également représentés pour cet événement. Les exposants étaient toutefois nombreux à regretter que ce dernier ne dure plus longtemps. En effet, le salon fermera ses portes dès demain. En attendant, ces visiteurs pourront profiter du savoir-faire culinaire local avec de nombreuses animations dont un concours de mataba, plat emblématique de Mayotte. Ce sont des chiffres très attendus chaque année. Le rapport sur la situation démographique à Mayotte en 2018 a été publié mercredi. Et si le nombre de naissances baisse très légèrement, plusieurs indicateurs sont au rouge. C'est le cas du nombre de femmes accouchant hors du département ou encore de la mortalité infantile qui reste la plus élevée de France. Des chiffres qui doivent permettre aux autorités d'adapter les politiques publiques. Le point avec au montage, Leslie Vumenet. 9 590, c'est le nombre de naissances enregistrées à Mayotte l'année passée, une baisse de 2% mais qui ne change rien au taux de fécondité sur le territoire. En effet, en moyenne, une femme fait 4,7 enfants à Mayotte contre 1,8 en métropole. Autre particularité, ces nouveau-nés sont le fruit d'une grande mixité. On voit que cette baisse des naissances, elle concerne plus les femmes de nationalité française. Donc la baisse des naissances des mères françaises a diminué de 4%. 3/4 des mères étrangères, c'est répété à l'envi. Ça fait 3 ans que ça dure et c'est une véritable singularité du territoire. Mais, et ça on le dit aussi chaque année, la moitié des pères demeurent français. Donc qu'est-ce que ça conduit à une forte mixité? Quand on regarde un peu dans le détail, alors je vais vous dire à gros doigts, un peu plus de 4 enfants sur 10 naissent de 2 parents étrangers, 45% pour être précis. 4 enfants sur 10 naissent de 2 parents de nationalités différentes, un français, un étranger, principalement le père français.
et un peu moins de 2 enfants sur 10 naissent de 2 parents français. Donc au final, quand on voit cette composition, cette forte mixité, ça aboutit à 55% des enfants qui naissent d'au moins un parent français et qui deviennent français par filiation. À Mayotte, l'INSEE dénombre 40 000 mineurs étrangers, un chiffre qui ne cesse de s'accroître d'année en année, notamment avec les récentes adaptations en matière de droit du sol. L'année 2018 a conduit à un nombre d'enfants significativement supérieur aux années passées. Et si on revient plus loin, en 2014, 72% des enfants naissaient français. Ouais. Donc aujourd'hui, depuis 3 ans, et là c'est le paroxysme, on a plus d'enfants qui naissent étrangers que par le passé. Quand on regarde juste l'année 2018, on voit que à ce stock d'enfants se rajoutent les nouvelles naissances avec une part très importante potentiellement d'enfants qui ne pourront pas accéder à la nationalité française. Mais qui resteront probablement sur le territoire. Mais ça c'est une autre histoire. Non mais c'est une autre histoire, mais c'est une question très importante. Il faut vraiment s'en saisir. C'est-à-dire qu'une fois que ces enfants-là, on a défini par cette modification de droit qu'ils n'auront pas la nationalité, la question d'après c'est et après. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur donne une carte de séjour comme les autres qui viennent à bas âge? Est-ce qu'on les expulse vers un territoire qu'ils n'ont jamais vu? Est-ce qu'on les envoie en métropole? Tout ça, c'est pas à nous de le dire évidemment, bien sûr. Mais ce chiffre-là est très éclairant pour que le débat public s'en empare. Un débat public souvent houleux sur ces sujets, d'autant que certains chiffres montrent l'inégalité qu'il existe entre Mayotte et le reste du pays. C'est le cas du nombre de femmes accouchant hors territoire, puisqu'elles étaient 325 en 2018, soit 2,5 fois plus qu'en 2014. En ce qui concerne le chiffre de la mortalité infantile, 10 nourrissons sur 1000 nés vivants meurent avant l'âge de 1 an. C'est 3 fois plus important que la métropole. Ça c'est clair. Mais les conditions de vie des femmes qui accouchent et la population qui est concernée est sans commune mesure différente de celle de la métropole. Donc il faut comparer les choses comparables. Si vous prenez les taux de mortalité infantile des pays en voie de développement, et on est plutôt dans cette structure de population pour les femmes qui ont accouché, vous allez avoir des taux de mortalité bien supérieurs. Donc ça dépend toujours le prisme que l'on lit. Évidemment, l'objectif c'est la convergence, c'est d'arriver, mais compte tenu des conditions de vie des femmes que l'on évoque, du suivi médical des femmes que l'on évoque, il paraît difficile d'atteindre des mêmes taux. Donc c'est un débat plus de spécialistes médicaux, mais on ne peut pas avoir les mêmes indicateurs compte tenu des conditions de vie dans lesquelles vivent la population de Mayotte. Mayotte ne peut pas être comparée avec le reste du pays. En effet, la situation démographique sur le territoire se rapproche de celle des pays en voie de développement, même si l'île fait bien partie intégrante de la 5e puissance du monde. Religion, maintenant du 4 au 10 septembre 2019, le pape François Ier a effectué un voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Une semaine où plusieurs messages ont été envoyés par le Saint-Père de l'Église catholique. Pour l'occasion, une délégation mahoraise d'une vingtaine de personnes s'est rendue à Madagascar. Plus d'1 million de personnes ont assisté à la messe du pape, parmi lesquelles le prêtre de l'église Notre-Dame de Fatima. Je vous propose d'écouter le Père Bienvenu lors de la matinale de Coésie. Personnellement, il a renforcé ma foi des prêtres. Et aussi, j'ai vécu un moment de... Il y avait besoin de la renforcer, mon père. Oui, c'est très important par sa présence déjà. Ouais. Il est le chef de l'église, il vient nous réconforter par sa présence déjà, ses paroles et son message fort. Il a zoomé son message sur 3 axes. Premièrement, c'est la fraternité. Deuxièmement, c'est la culture du privilège. Et enfin, la culture de la gratuité et du partage. L'altruisme? L'altruisme, bien entendu. Et donc la fraternité, nous sommes tous frères et sœurs. C'est un message fort. Ce n'est pas par les liens de sang, par la tribu, par la culture, mais nous participons à la société humaine. C'est pourquoi le pape, il a parlé avec les acteurs politiques. Il a parlé aussi avec l'Église pour que chacun à son niveau puisse s'engager par rapport à ce message-là. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anissa Angélique Omarji, manager d'un réseau de distribution de produits à base d'aloe vera. Anissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez venue cette semaine, il me semble, sur notre plateau pour nous expliquer un peu ce qu'on peut appeler ce qu'on peut surnommer un retour à la nature. Retour à la nature, pourquoi? Parce que vous proposez des produits naturels dans plusieurs domaines de la vie, finalement, de tous les jours, de notre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ça consiste ces produits exactement?
Est-ce que vous connaissez l'aloe vera, Pierre? Oui, on connaît l'aloe vera. On en avait même sur le balcon de Coésé à une époque. Exact. Donc en fait, ça fait 6 ans maintenant, bientôt, que je développe un réseau de distribution. Donc mon rôle en fait est de promotionner des produits donc plus sains pour la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans un monde de consommation et on consomme tous. Donc ça part du dentifrice au gel douche en passant par le produit ménager. Donc on consomme tous. Donc moi mon rôle c'est vraiment de sensibiliser les gens et de leur montrer qu'on peut continuer à consommer, mais consommer des produits qui sont nettement meilleurs pour la santé. Alors justement, quelle est la gamme exactement? De quoi ça va? Est-ce qu'il y a de l'alimentaire? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Puis après, on parlera aussi des composants, notamment de cet aloe vera, mais justement la gamme dans un premier temps. Ben, ce qui fait notre force, c'est qu'on a tout type de produits. Ça va des compléments alimentaires aux produits pour notamment les sportifs, la perte de poids, l'hygiène, donc produits d'entretien, même gel douche, dentifrice, déodorant, etc. Donc c'est vraiment produits pour les animaux également. Donc on a vraiment une gamme qui est très très large et qui touche tout type de public. Alors vous l'avez expliqué, l'aloe vera c'est la base. Pourquoi l'aloe vera? Il y a des vertus particulières dans l'aloe vera qu'on ne connaît pas forcément. L'aloe vera, donc c'est une plante qui contient essentiellement plus de 250 nutriments. Et il faut savoir que notre corps en a besoin de 75 tous les jours pour être en forme. Donc elle est très riche en fer, en oligo-éléments, en zinc, en magnésium. Donc voilà, c'est vraiment un apport quotidien qu'on va avoir en vitamines et ça nous permet de rester en forme voilà, tous les jours. Est-ce que justement ces produits, ils peuvent s'accompagner d'autres produits qui sont complémentaires, naturels bien entendu, mais qui permettent une complémentarité? Pour vous parler du produit d'entretien, j'imagine qu'il n'y a pas forcément que de l'aloe vera. Il y a peut-être aussi d'autres choses qui les accompagnent? Dans le produit d'entretien, il n'y a que l'aloe vera. Mauvais exemple. Par contre, on a notamment la propolis qu'on utilise, donc les produits de la ruche, qu'on utilise accompagnés de l'aloe vera. Donc il faut savoir que l'aloe vera va amplifier les vertus des composants qu'on va lui ajouter. Donc c'est ce qui fait vraiment l'efficacité des produits. D'accord. Et vous avez évoqué effectivement des produits qui sont un peu différents, avec un retour à la nature. Qu'en est-il justement du prix de ces produits, parce que c'est souvent la question qu'on se pose. Et c'est vrai que le bio a fait on va dire, s'est démarqué, mais il y avait toujours cette contrainte du prix. Justement, qu'est-ce qu'il en est avec ces produits à base d'aloe vera? Eh bien, je vais prendre un exemple tout simple, donc du déodorant que j'utilise tous les jours depuis 6 ans. Donc, c'est un déo donc naturel qui est sans alcool et sans sel d'aluminium et qui va coûter 10 €, donc à quelqu'un qui va l'acheter. Donc, il faut savoir que ce déodorant-là, vu qu'il est fait principalement à base d'aloe, il va durer quand même en moyenne 6 à 8 mois. Donc voilà, c'est vraiment 10 € pour 8 mois d'utilisation. Je pense que dans le commerce voilà, qu'on connaît actuellement, on en a pour beaucoup plus cher en fait, mensuellement. Effectivement, c'est-à-dire que ça peut être un peu plus cher, mais on arrive toujours à retomber sur ses pieds et même à être gagnant sur le long terme avec ces produits? C'est ça, tout à fait. Donc vous avez effectivement évoqué ce réseau. Sans rentrer dans le détail de ce réseau, on peut vous solliciter si on veut aujourd'hui acheter des produits aloe vera. Comment ça se passe? Très simplement, donc on me contacte. Donc moi, je peux vendre ces produits-là, donc je les redistribue. Je peux également, donc comme vous l'avez annoncé, je suis manager d'un réseau, donc accompagner les gens à atteindre leurs différents objectifs, notamment on a aussi bien des gens qui démarrent cette activité pour préparer leur retraite, pour avoir un complément de revenus, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Donc ça va dépendre vraiment des objectifs de chacun. Ça va donc de la revente au développement de réseau, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour de ces produits? Parce que, peut-être rappelons-le, on n'a peut-être pas dit, c'est un produit qui se vend à l'échelle mondiale, effectivement avec une marque mondiale qui est située aux États-Unis, me semble. Est-ce qu'il y a un véritable engouement? Parce qu'on sait le retour effectivement à la nature dans le contexte actuel et les problématiques liées à l'environnement. Est-ce que vous sentez
que depuis peut-être, ça fait 6 ans, depuis 1 an ou 2 ou 3, 4 ans, on a un réel engouement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça explose, les compléments alimentaires, tout le monde se penche un peu plus dessus. Les produits à base de plantes, pareil, donc on va vraiment se tourner vers la nature. Et puis ce qui fait la force de cette entreprise-là, c'est quand même son existence depuis 41 ans. Donc les produits sont vraiment très efficaces et c'est vrai que quand on commence à les utiliser, bien souvent on ne s'arrête plus. Et on a évoqué aussi, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes en partie basé à La Réunion, mais vous travaillez aussi sur Mayotte. Pourquoi Mayotte ? Qu'est-ce que ça peut apporter justement ces produits sur une île comme Mayotte dans certains domaines, comme je ne sais pas l'agriculture par exemple, qu'est-ce que ça pourrait apporter pour des agriculteurs parce qu'on parle beaucoup dans l'agriculture de développement durable par exemple. Est-ce que vous avez des produits comme ça qui pourraient permettre de développer ? Tout à fait. On a notre produit d'entretien, justement, donc qui est sans phosphate et sans ammoniac. Donc moi, par exemple, quand j'ai terminé de passer ma serpillière, je vais jeter l'eau sale dans mes plantes, ça va les nourrir. Et on a des agriculteurs qui utilisent justement ce produit-là pour pallier aux insecticides. Voilà, c'est ça. Donc ça permet d'éviter que les insectes viennent manger les fruits et aussi notamment les insectes qui peuvent aller sur les arbres fruitiers, voilà. Donc la dégradation des cultures, souvent. Exactement. Donc je pense qu'on en a besoin. Un dernier mot avant de nous quitter. Vous organisez des événements et vous allez organiser un nouvel événement ce dimanche. Est-ce que vous nous en parlez ? En quoi ça consiste exactement ? Oui, donc alors je fais une porte ouverte à l'hôtel Caribou, au restaurant Le Mermoz. Donc ça sera ce dimanche de 10h à 16h. Donc tout simplement, c'est pour permettre à tout le monde de venir découvrir les produits. C'est totalement gratuit. Je serai là accompagnée de mon équipe, donc pour conseiller, faire tester les produits également et pourquoi pas les goûter aussi. Voilà, donc c'est vraiment sensibiliser les gens un maximum. Donc venez nous voir, on sera là pour vous accueillir. Ceux qui seraient intéressés justement, comment faire pour vous contacter ? Je laisse mon numéro. Alors 06 92 82 77 79. Merci beaucoup Anissa d'avoir accepté notre invitation et donc on le rappelle ce dimanche au restaurant Le Mermoz, l'hôtel Caribou de 10h à 16h, vous présenterez justement ces produits à base d'aloe vera. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la future ligne haute tension entre Longoni et Sada ou encore les travaux sur la route départementale de Passamenti. Au montage, Leslie Vionnet. 31 millions d'euros, c'est la somme qui a dû être déboursée pour l'installation d'une ligne électrique haute tension entre Longoni et Sada. L'EDM et ses partenaires ont en effet décidé de sécuriser l'approvisionnement de la partie sud de l'île, une manière de répondre à la demande croissante de 5% par an en électricité à Mayotte. Pour mener à bien les travaux et installer pas moins de 60 pylônes, un hélicoptère est à l'œuvre depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, des ouvriers allemands ou encore lettons travaillent sur ces structures d'acier car plus aucun ouvrage d'une telle envergure n'est réalisé en métropole. Une fois que tous les pylônes seront érigés, les équipes techniques dérouleront les pas moins de 18 km de câbles électriques aériens. La fin des travaux est prévue pour 2021, une date que l'électricité de Mayotte et ses partenaires souhaitent à tout prix respecter. Quant aux conséquences sur l'environnement, des mesures compensatoires telles que du reboisement sont d'ores et déjà prévues. Après des mois d'attente, les travaux d'enrobé ont enfin commencé dans la nuit de mercredi à jeudi à Passamenti. Pour rappel, la route départementale 3 avait été rebaptisée route de Bamako pour sa ressemblance avec une piste malienne. Depuis des mois, la RD3 faisait figure de champ de mine. En effet, des travaux de voirie avaient été lancés en décembre 2018, mais en parallèle, le village était en grand chantier au niveau de son assainissement. Le syndicat des eaux avait engagé la Colas pour effectuer des travaux de pose de tuyauterie qui ont causé des fractures de la chaussée et dégradé la voie sur laquelle un enrobé devait être posé. Face à la situation, en janvier, une plainte du conseil départemental avait été déposée pour dégradation de la voirie publique, mise en danger volontaire et non-respect des consignes de sécurité inscrites dans la permission de voirie. Plus de 6 mois plus tard, la reprise des travaux est enfin intervenue pour le plus grand bonheur des riverains, mais également des usagers de cette route très fréquentée. Le 11 mars 2019, des salariés de la SOGEA entraient en grève. Durant plusieurs jours, le conflit avait été tendu en raison notamment d'une liste de revendications très conséquente. Les grévistes réclamaient alors plus de transparence, la fin des harcèlements et discriminations envers les salariés locaux, l'accès à des postes à responsabilité pour les salariés locaux ou encore la revalorisation des salaires.
Après plus d'un mois de grève, un accord avait pu être trouvé et un protocole signé. Mais les tensions sont cependant toujours aussi vives et risquent de monter d'un cran la semaine prochaine. En effet, Mauro Lisa, le directeur régional Sogea Océan Indien, est attendu en début de semaine à Mayotte. Le syndicat CFDT envisage de débrayer le jour de son arrivée, car à l'exception de l'augmentation des salaires de 35 €, les promesses n'auraient pas été tenues. A noter qu'en parallèle, les salariés du SIAM étaient en réunion ce matin pour évoquer les questions salariales. Ils s'interrogent sur l'avenir de 8 collègues du service assainissement qui vont être transférés à la SMAE en cas de déploiement de la DSP. Une grève pourrait être lancée prochainement. Environnement pour clore cette édition avec une plongée dans les eaux profondes. Hier soir se tenait une ciné-conférence organisée par le Parc naturel marin de Mayotte. La projection a eu lieu au restaurant La Croisette. Son thème, les baleines à bosse. L'occasion pour le Parc naturel marin de sensibiliser et d'en apprendre plus à la population locale sur ces majestueux mammifères. Paul-Arthur Avit était sur place. Reportage. Les techniques de chasse des baleines, leur manière de se reproduire ou encore le label High Quality Whale Watching, voilà plusieurs points abordés au cours de cette soirée où le public, venu en grand nombre, a pu interagir avec les intervenants. Une conférence se tenant justement pendant la saison des baleines. On fait ça pendant la saison des baleines à bosse pour notamment parler de la charte d'approche, donc sensibiliser les gens aux techniques d'approche respectueuses des mammifères marins et aussi donc replacer ça dans le contexte de la nouvelle réglementation qui a été mise en place l'année dernière, donc pour que tout le monde soit bien informé sur le sujet et pour leur en apprendre plus sur la biologie de ces espèces et leur cycle de vie, donc parce qu'on estime que si les gens connaissent et s'intéressent, ce sera plus facile pour eux de comprendre les mesures de protection qu'on met en place pour ces animaux. Des mesures de protection permettant d'offrir un peu de quiétude à ces mammifères tout en préservant l'activité des différents opérateurs de l'île. Une conférence animée par le parc marin et Willy Dabin, en charge de l'animation du réseau national échouage sur l'île pour former le personnel du parc pour gérer les cas d'échouage de mammifères. Aujourd'hui, on vient leur donner des nouvelles compétences pour notamment savoir gérer les échouages de mammifères marins, morts ou vivants. Ces pratiques-là sont notamment pour aider à la préservation et les questions d'observation et de suivi des baleines, notamment des baleines à bosse, dans le secteur de Mayotte, est un point important parce que c'est une zone de quiétude qu'il faut préserver pour que ces baleines continuent à venir sur le secteur de Mayotte. Une aide qui pourrait permettre dans les années à venir de faire réaugmenter la fréquentation des baleines dans le lagon grâce aux actions menées par le parc naturel marin pour préserver leur environnement. Vous pourrez être averti des prochaines ciné-conférences sur la page Facebook de WhatsApp Mayotte. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19 h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.